Salut à tous, c'est Oli Movix, scénariste et réalisateur du film Le Manège. Je vais partager avec vous mes commentaires audio pendant que le film défile. Voici Yuki Von Kitty, une comédienne qui m'a été présentée par ma petite amie Svetlana Milosavljevic, que vous connaissez sans doute si vous avez déjà vu mon précédent court-métrage Ours. Elles se sont connues au cabaret et à ce moment-là, j'étais en train de peaufiner mon troisième jet. Alors il faut savoir un truc, c'est que quand j'écris une histoire, j'élabore toujours le scénario autour de la construction d'un personnage et donc, si vous voulez, de sa biographie. Maintenant, j'ai aussi des concepts qui me viennent en tête, que j'ai envie de raconter. Ça peut naître d'une image, j'en reparlerai un petit peu après en ce qui concerne le manège. Et ce troisième jet auquel je fais allusion a vu se développer un personnage pour lequel je n'avais pas de comédien. J'avais un profil, j'avais une direction vers laquelle je voulais aller et qui a permis au scénario définitif de naître. Et puis justement, c'est à ce moment... Parfois, l'histoire de la vie fait bien les choses. C'est à ce moment-là que Svetlana me dit, ben voilà, donc je connais au cabaret une nana qui aimerait bien se forger une expérience de tournage et forcément elle lui a parlé de moi et ça s'est mis très vite, on s'est rencontrés une fois, le courant est bien passé et puis dans la foulée, voilà, on a tourné ensemble. Donc j'en viens à la façon dont le film est né. Le premier élément qui m'a lancé, c'est pas très original, c'est le manège en lui-même, donc la boîte à musique que vous allez bientôt découvrir. Il faut savoir que cette boîte a une histoire. À l'époque, certains le savent peut-être, je faisais de la bande dessinée. Et dans le cadre d'une de mes histoires, cette boîte à musique devait apparaître. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne possédais pas encore le modèle physiquement. Je l'avais découvert sur Google Images en faisant des recherches. Je l'ai reproduite. Et ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai mis la main dessus dans un magasin à La Panne. Et je trouvais ça magique. C'était exactement la même. Un peu comme dans l'histoire finalement. Donc vous voyez, la base du récit est née comme ça. Et à cette même époque, je venais de découvrir la série Better Call Saul. Et quelques mois auparavant, je découvrais d'ailleurs Breaking Bad. Je sais, je l'ai vu un peu en retard. Et donc, ces ambiances désertiques avec les mafieux qui se retrouvent pour s'échanger du magot, des valises, de la drogue, etc., ça commençait à me travailler. Et dans la foulée, j'ai découvert le film True Romance de Tony Scott, écrit par Quentin Tarantino. Et ça n'a fait que conforter cette idée que je voulais raconter quelque chose sur des gangsters. Mais il y a aussi le personnage joué par Patricia Arquette qui m'a pas mal touché et qui m'a inspiré à construire Rita, donc jouée par Yuki Von Kitty. Un personnage écorché vif, une vraie tête brûlée en fait qui serait prête à n'importe quoi pour de l'argent, mais qui n'a pas forcément un mauvais fond. Alors ici, c'est le passage où on découvre le thème du manège. Il s'avère que c'est une mélodie que j'ai composée et qui m'a été donnée en rêve, si on peut dire. Et je vous jure, c'est pas des conneries. Bon, je ne l'ai pas rêvé comme ça. C'était une musique plutôt pop-rock, genre années 80. Mais la mélodie m'a marqué et j'ai voulu en faire quelque chose. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ralenti, j'ai changé les arrangements qui n'étaient pas donc ceux-là que j'avais dans mon rêve. Et ça a donné ce qu'on entend dans ce passage-là. Et un truc que je me dois de préciser aussi, bon, l'image n'est plus sous vos yeux, mais la séquence qui vient de se dérouler a été tournée entièrement dans le quartier des Aguesses, à Angleur, donc dans la ville de Liège. C'est un quartier qui a un cachet particulier, puisque il y a pas mal de péniches, comme vous l'avez vu, et les gens habitent dedans. D'ailleurs, le cinéaste Bouli Lanners, que vous devez connaître, j'imagine, a vécu dans une de ces péniches à une certaine époque. Et je trouve que ce quartier a un certain cachet, et je voyais bien le personnage de Rita y vivre. Donc, enfin, Rita ne vit pas dans une péniche, mais aux abords. D'ailleurs, on le comprendra un petit peu plus tard. Un des défis quand on raconte une histoire, c'est de parvenir à nuancer ses personnages, surtout les méchants. Alors, quand j'ai dit que le personnage de Patricia Arquette dans True Romance n'était pas vraiment mauvais dans son fond, j'ai voulu faire le rapprochement avec Rita, et je le maintiens, même si, bon, on est d'accord, Rita, c'est justement, entre guillemets, donc la mauvaise de l'histoire, par opposition à la gentille Diane. D'ailleurs, la symbolique était assez criante lorsqu'on découvre les personnages ensemble pour la première fois dans la séquence qui précédait. On en voit une, c'est parfois un peu grossier ou haut en couleur, c'est selon. On en voit une avec des chaussures noires, l'autre avec des chaussures blanches. Pour moi, tout est dit. Et puis, vous voyez, elle a le look de bad girl. Mais je veux malgré tout qu'on comprenne que Rita a quand même une certaine sensibilité en elle. De toute façon, la séquence qui suivra avec Jason nous permettra de le comprendre.
Mais il est clair qu'il y a un petit côté manichéen tout à fait assumé. L'histoire du manège en soi, écrite bout à bout, n'est pas du tout compliquée à intellectualiser. Mais voilà, ça c'était un peu l'équilibre que je voulais maintenir. Et voici donc la scène qui va introduire Jason et donc Grégory Gelet, qui arrive ici à l'écran, voilà. Euh, et de nouveau, j'essaye de jouer sur cette ambiguïté avec le personnage de Jason, qui est un petit gangster de rue. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de super recommandable, mais son côté excessivement naïf peut le rendre, je pense, sympathique aux yeux du personnage. Et quand je parle de naïveté, il faut pas avoir peur des mots. Il est même un peu con. Hein. C'est clair que j'assume aussi le côté caricatural qui peut donner un contre-pied à cette histoire, somme toute, assez dramatique. J'aime bien qu'il y ait quelques petites respirations, comme il y en aura une à la fin d'ailleurs, où on a droit à une scène assez tendue mais loufoque en même temps. Voilà, je ne sais pas si c'est une marque de fabrique, mais j'aime bien jouer là-dessus. Alors ici, on est dans le grand classique de la scène où les méchants complotent entre eux. Scène qui arrive souvent au milieu des films. Vous le voyez, les couleurs sont plutôt chaudes. Et pour moi, ça symbolise le danger. Ça fait appel à la couleur des flammes ou du sang. Et quelque chose qui tombe plutôt bien, ça fait partie du coup de chance, si je puis dire, c'est que Yuki Von Kitty a des cheveux, c'est pas sa couleur naturelle, hein, mais c'est une teinture orangée qui par moments tire vers le rougeâtre selon la façon dont je retravaille la colorimétrie de l'image, évidemment. Et tout bon film qui se respecte se doit d'avoir une préparation et un paiement. La préparation, la voilà, c'était l'inhalateur. Le personnage de Rita est asthmatique et ça aura toute son importance donc lors du paiement. Bien entendu, à la fin de l'histoire, lors du climax, on y reviendra. Alors c'est vrai, je l'ai dit, l'histoire est un petit peu haute en couleurs et manichéenne, mais on arrive dans un passage où j'essaye d'apporter de la nuance au personnage, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec notamment un basculement dans les rapports de force. Ici, le Jason bêta et naïf va laisser place à quelqu'un de beaucoup plus intéressé, de beaucoup plus vicieux. Et du coup, c'est ça qu'on prend un plus grand angle. L'image est plus nerveuse. Rita est pour la première fois mise en danger. Il a touché la corde sensible. Et là, on comprend que quelque part, elle a quand même des sentiments pour son amie Diane. Elle n'est donc pas foncièrement mauvaise. Elle est prise par le dilemme. Et très vite, elle va retomber les pieds sur terre, hein, comme on dit. Et elle va reprendre l'ascendant sur Jason, car c'est quand même elle la chef, c'est elle la dominatrice. Et là, j'arrive à un de ces plans qui font que l'histoire existe. C'est ce genre de plans pour lesquels on a envie de faire du cinéma. Alors, je ne parle pas spécifiquement du côté sexy, mais du fait que c'est une image qui marquera forcément. C'est un des trucs qu'on retiendra. Et vous voyez Jessica Rabbit dans Roger Rabbit, eh bien, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a servi aussi à construire le cliché de Rita. Et là, je ne fais pas spécifiquement appel au côté bad girl, mais surtout au côté manipulatrice et séductrice. Un autre cliché, en voilà un, le hangar désaffecté bourré de tags où vont se rendre les méchants. C'est un peu leur repère pour mettre d'application leur magouille. Bien entendu, la Jason a pris un GSM volet pour piéger le personnage de Lorraine. Et là, bien qu'on soit dans un court-métrage de 14 minutes, vous assistez à une scène dont la moitié de la substance a été amputée. En réalité, toute la conversation téléphonique a été filmée. Tout comme d'ailleurs la conversation de Rita et Diane lorsqu'elles étaient donc au quartier des Aguesses. En réalité, à ce moment-là, on n'entend pas ce qu'elles disent puisque la musique couvre leurs paroles. On doit juste ressentir une émotion, une ambiance. Mais bien entendu, la scène a été tournée en entier avec du dialogue, mais je trouvais que c'était un peu redondant et que ça racontait deux fois des choses que le public savait déjà ou allait savoir. Et là, avec Jason et Lorraine, l'essentiel était de comprendre qu'il allait la menacer pour récupérer la boîte. Peu importe comment il a eu son numéro, on peut facilement deviner le plan qu'aura manigancé Rita. Et là, on arrive donc au plan sur l'aspect esthétique et sur l'aspect narratif probablement le plus important de l'histoire, puisqu'on arrive au climax. Au moment où Diane va devoir rendre la boîte donc à Jason. Et c'est de ce plan, vraiment de ce plan-là, qu'est né le concept du manège. Avec donc le rendez-vous dans le désert. Bon, on se comprend, c'est pas vraiment un désert, c'est une zone totalement non habitée. Ça se trouve dans le parc à éoliennes de Villers-le-Bouillet, tel que c'est pas un secret, c'est indiqué dans le générique de fin.
Et l'inspiration Breaking Bad, Better Call Saul, elle se trouve un petit peu là. J'ai essayé d'en faire un moment de tension et je trouvais qu'il n'y avait rien de plus efficace que de faire ça sans les dialogues. Ici, nous avons une symétrie. La symétrie raconte l'opposition des deux personnages qui doivent converger le temps d'un moment, le temps de l'échange, et puis qui repartiront chacun de leur côté. Alors bien entendu, j'espère qu'à ce moment-là, le spectateur peut flipper pour Diane, car Jason, malgré tout, représente une sorte de danger. Et forcément, on sait qu'il existe une histoire de malédiction autour de la boîte. C'est aussi le cœur de l'histoire quand même. On ne sait pas encore forcément si c'est vrai ou si ça ne l'est pas. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'elle vaut quelque chose. Bon, évidemment, ça se finit entre guillemets bien, mais je dis entre guillemets parce que quelque part, Diane était très attachée à cette boîte qui lui rappelle de très beaux souvenirs de son passé. Une fille dont on ne sait pas grand-chose, hein, c'est voulu. On a peu d'infos sur son background. C'est de nouveau la fille solitaire. Je dis de nouveau parce que c'est la troisième histoire que je raconte. Seulement la deuxième présente sur ma chaîne actuelle YouTube. Mais toujours, cette idée de femme solitaire revient. Et là, on retrouve le hangar qu'on a découvert quelques minutes plus tôt. On arrive dans la dernière scène. Et donc là, Jason se retrouve dans la position du dominé. Clairement, il avait l'ascendant sur Diane, mais là, il ne l'a plus du tout. Et on découvre un nouveau personnage, mais voilà, joué par moi-même. Et ce personnage, donc, correspond à la touche loufoque dont je vous avais parlé tout à l'heure, puisque, bien entendu, dans la réalité, jamais personne ne débarquerait comme ça, sans regarder son vis-à-vis, en trottinant alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous expliciter en quoi cette séquence est loufoque. Et de nouveau, il y a une ambiguïté dans la situation, puisque le personnage, de par justement ce comportement étrange, peut paraître menaçant, mais quelque part, on a envie de se dire, c'est un guignol, il ne peut pas forcément être très dangereux, on ne sait pas. J'ai envie que le spectateur ne sache pas trop où se situer. Un peu d'ailleurs, comme avec Jason et Diane, j'ai dit, Jason, je le voulais, de par sa stature, imposer quelque chose de menaçant, mais que le spectateur puisse en même temps se dire, oui, mais un mec si bêta, si nigo, ne peut pas foncièrement être méchant. Et là donc l'acheteur qui teste la boîte, et c'est là que je veux qu'on comprenne, bien entendu, que la boîte est maudite. Contrairement à ce que Rita pensait, la légende était réelle. C'est vraiment ce qui a tué sa mère. Et elle en paye le prix plein. Et on rebondit donc sur la notion de paiement dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va le comprendre. Qu'est-ce qu'elle cherche? L'inhalateur, bien sûr. Elle est asthmatique. Ce qui veut dire que lorsqu'on est atteint d'une grave maladie, qu'on a un véritable handicap, la malédiction peut frapper genre x10. On l'a vu tout à l'heure lorsque Diane était chez Lorraine, le soir qu'elles discutaient toutes les deux du coup de fil de Jason, elle se tenait le ventre. Cette scène a commencé par un insert de sa main sur son ventre. On comprend, d'ailleurs tout comme Lorraine, le premier plan de la séquence où elle offre, au tout début de l'histoire, où elle offre le cadeau à Diane, elle se tenait la tête. Donc on devait se dire, tiens, elle a mal à la tête, mais c'est pas anodin puisqu'au moment où elle donne la boîte en cadeau à Diane, elle se délivre du maléfice. Et donc là, la transaction s'est bien passée de nouveau. Jason vérifie que tout le fric est bien là. Et c'est évidemment trop tard pour Rita. Elle paye le prix plein puisque elle a déjà une déficience physique à la base. Et elle a vérifié, on peut mourir d'une crise d'asthme. Hein. Bien entendu, je me suis renseigné, je ne voulais pas raconter des conneries non plus. Et je parle, je me rends compte que, eh bien voilà, c'est déjà terminé. Je vous remercie donc de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir bien entendu suivi le manège en tant que film. Et je vous dis à bientôt, que ce soit pour des faces caméra ou pour une nouvelle fiction, car à l'heure où je vous parle, je suis déjà en train d'en monter une, enfin, d'en produire une nouvelle. Voilà, à bientôt, ciao!